Bonjour à tous, donc je suis interne en 4e semestre de biologie médicale et je vais vous faire une présentation sur l'évolution de l'épidémiologie de la tuberculose à la PHM récente, donc entre 2018 et 2024. Donc c'est un travail que je fais dans le cadre de ma thèse pour faire un point épidémiologique récent sur les infections à mycobactéries du complexe tuberculeux. Et donc c'est un projet qui a été déposé et on a eu une autorisation éthique. Et donc la population étudiée, donc on s'est basé sur tous les patients qui ont eu un diagnostic positif pour une mycobactérie du complexe tuberculeux, donc par preuve biologique, donc examen direct, culture, PCR. Et donc à savoir que toutes les cultures sont réalisées en laboratoire P3. Et depuis 2019, on fait un séquençage systématique des génomes des souches de Mycobacterium tuberculosis qui sont isolées, afin notamment de déterminer les lignées, de comparer les souches et d'analyser les mutations associées à la résistance aux antituberculeux. Et donc toutes les données qui ont été recueillies pour cette présentation, elles ont été, c'est à partir des données du laboratoire et également des données des dossiers médicaux des patients. Donc si on s'intéresse tout d'abord au nombre de diagnostics, donc au nombre de cas de mycobactéries du complexe tuberculeux qu'on a eu, on peut voir qu'en 2018-2019, période avant Covid, on avait en moyenne 60 cas par an. Et après, on a eu une diminution de ce nombre de cas, notamment en 2021, on voit qu'on n'a eu que 38 cas diagnostiqués. Et après, plus récemment, donc en 2023-2024, on a un nombre de diagnostics qui est reparti à la hausse et qui est même supérieur à ce qu'on pouvait avoir avant la période Covid, puisqu'on a eu respectivement en 2023 73 cas et 2024 74 cas. Donc on a ensuite voulu essayer de regarder l'impact du Covid sur le diagnostic de la tuberculose et on peut voir que donc, de 2020 à 2022, inversement à l'augmentation du nombre de cas de Covid, on avait une diminution du nombre de diagnostics de tuberculose et à partir de 2022, on voit que les courbes se croisent et qu'on a davantage de diagnostics de cas de tuberculose. Et donc ça, c'est probablement dû au fait qu'on a une diminution notamment de tout ce qui est flux migratoire et on a aussi observé qu'on a eu une diminution du nombre de demandes d'examen pendant cette période-là. Donc à savoir que tout ce qui est demande d'examen, ça correspond au nombre de cultures qui sont réalisées au laboratoire. Donc on peut voir qu'avant la période Covid 2018-2019, on avait à peu près 10 000 demandes d'examen par an et en 2021, on voit qu'on a eu seulement 7 000 demandes, donc on a une diminution du nombre de demandes d'examen. Et après, là, à l'heure actuelle, on est revenu sur des chiffres à peu près comparables à ce qu'on pouvait observer en 2018-2019, puisqu'on est en moyenne entre 9 000 et 9 500 demandes par an. Si on s'intéresse du coup à l'incidence du nombre de cas de tuberculose rapporté au nombre d'examens, on voit que l'incidence augmente et en 2024, on avait une incidence de 0,81. Donc on a une augmentation de l'incidence. Ensuite, on a essayé de regarder les formes cliniques à proprement parler. Donc on voit que la forme clinique qui est majoritairement retrouvée, c'est la forme pulmonaire. Et après, par ordre de fréquence, on retrouve les formes ganglionnaires, les formes ostéo-articulaires. Et notamment en 2024, on a eu davantage de formes ostéo-articulaires par rapport aux années précédentes. Et après, dans les formes autres, il y a tout ce qui est formes disséminées, BCGite ou encore les formes neuroméningées. Après, on a regardé plus spécifiquement les formes ganglionnaires, puisque c'est là où on a vu la plus grande évolution ces dernières années. Donc les formes ganglionnaires, elles comprennent, donc c'est pour tous les patients pour lesquels on a eu soit une culture, soit une PCR positive pour un prélèvement ganglionnaire. Et on a aussi des patients pour lesquels on avait à la fois un prélèvement ganglionnaire positif et un prélèvement d'une autre nature, notamment on a pas mal de formes ganglionnaires et pulmonaires. Et on voit qu'on a eu une augmentation de ces cas-là, puisque en 2023, on a atteint 20 patients qui avaient des formes ganglionnaires. On a également regardé les formes neuroméningées, donc qui sont des formes souvent des formes disséminées et qui sont parfois difficiles à mettre en évidence. Et on a en moyenne entre 0 et 2 cas par an. Et là, actuellement, en 2025, on est à 3 cas diagnostiqués. On s'est intéressé ensuite à la répartition des différentes lignées de ces souches de mycobactéries. Et donc on a commencé l'étude à partir de 2019, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait systématiquement la génomique. Donc on voit que la lignée qui est retrouvée majoritairement, c'est la lignée euro-américaine, peu importe les années. Et après, par ordre de fréquence, on retrouve la lignée sud-est asiatique, puis la lignée est-africaine indienne. Et enfin, après, dans une moindre mesure, on a la lignée indo-océanique, la lignée Mycobacterium africanum type 1, donc lignée 5, Mycobacterium africanum type 2, lignée 6, et Mycobacterium bovis. On a également voulu regarder s'il y avait une différence de répartition des lignées en fonction du type de prélèvement. Donc on a pris les deux types de prélèvements principaux, donc prélèvement respiratoire et prélèvement ganglionnaire. Bon, à savoir qu'on a beaucoup plus de prélèvements ganglionnaires bien sûr. Et on voit que donc c'est toujours la lignée euro-américaine qui est majoritaire et il semble y avoir une plus grande diversité au niveau des lignées sur les prélèvements ganglionnaires par rapport aux prélèvements pulmonaires. Ensuite, on s'est intéressé plus spécifiquement à la lignée euro-américaine, puisque c'est celle qui est retrouvée majoritairement. Et on a pu voir qu'il y a deux sous-types qui reviennent un peu plus fréquemment.
Donc le sous-type 4.1.2.1 qui représente entre 20 et 25% des cas appartenant à la lignée euro-américaine chaque année. Et pareil pour le sous-type 4.8, ça représente à peu près 10 à 15% des cas appartenant à la lignée euro-américaine chaque année. Et on a aussi vu que ce sous-type-là, donc le 4.3.4.2, on a des cas depuis 2021 qu'on n'observait pas avant. Et on en a de plus en plus, et en 2022, ça représentait jusqu'à 25% des cas qui appartenaient à la lignée euro-américaine. On s'est ensuite intéressé à la répartition donc, de ces mycobactéries du complexe tuberculeux en fonction du pays de naissance des patients. Donc on peut voir qu'il y a une vaste distribution, notamment donc l'Europe, l'Afrique, donc même les pays du Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, et également en Asie. Donc la majorité des patients, c'était des patients qui étaient nés en France, mais on a également beaucoup de patients qui sont originaires des pays du Maghreb, donc notamment l'Algérie ou le Maroc. Et après, on avait pas mal de patients originaires de certains pays d'Afrique subsaharienne, notamment, donc là, c'est le Sénégal et la Guinée. On a également regardé la répartition des lignées en fonction du pays de naissance de ces patients. Et on peut voir que de manière globale, c'est la lignée euro-américaine qui est majoritaire, sauf en Océanie, on n'a vu qu'un seul cas, c'était un cas qui appartenait à la lignée est-africaine indienne, et après en Asie, c'est la lignée sud-est asiatique qui est majoritaire. Et sachant que au niveau des sous-types, on a eu uniquement des sous-types Beijing dans cette zone-là. Et après, au niveau de la diversité, c'était en Europe et en Afrique subsaharienne qu'on a la plus grande diversité au niveau des lignées. Ensuite, on a regardé le délai entre la date d'arrivée en France et la date de diagnostic pour les patients qui sont atteints de tuberculose et qui sont nés à l'étranger. Donc cette donnée elle est plus ou moins disponible en fonction des années et en fonction des dossiers des patients. On s'est surtout intéressé aux patients qui sont nés à l'étranger et qui ont été diagnostiqués moins de 6 mois après leur arrivée en France. Donc on peut voir que sur la période avant Covid, 2018-2019, on avait à peu près ça représentait 20% des patients. Et ensuite, ce chiffre a drastiquement chuté en 2021, puisqu'on n'avait plus que 6,7% des patients qui étaient en France depuis moins de 6 mois, notamment dû au Covid. Et ensuite, dans les 2 années qui ont suivi, ce chiffre avait presque doublé, puisqu'on avait 40% des patients qui étaient nés à l'étranger et qui ont été diagnostiqués moins de 6 mois après leur arrivée en France. Et après, en 2024, on est revenu sur des chiffres à peu près similaires à ce qu'on observait en 2018-2019. On s'est également intéressé à la résistance aux antituberculeux. On peut voir que de manière globale, c'est la résistance à l'isoniazide qui est majoritairement retrouvée, donc que ce soit la monorésistance ou la résistance couplée à l'éthionamide. Et après, chaque année, on a des cas de tuberculose MDR, donc résistance à la rifampicine et à l'isoniazide. Et enfin, on a regardé les décès des patients atteints de tuberculose. Donc, on avait des chiffres à peu près stables jusqu'à présent, puisqu'on avait entre 1 et 4 décès de patients qu'on suivait par an. Et en 2024, on a eu ces chiffres ont presque doublé, puisqu'on a eu 7 patients qui étaient atteints de tuberculose et qui sont décédés. Parmi ces 7 patients, il y en avait 5, c'était des patients où on avait fait un diagnostic récemment dans les semaines ou les mois qui précédaient. Il y en a un, c'était un diagnostic post-mortem, et un patient qui avait été diagnostiqué en 2018 et qui avait fait plusieurs récidives et qui est décédé en 2024. Et là, pour l'instant, sur les chiffres de 2025, on a des chiffres à peu près comparables à 2024, puisqu'on est actuellement à 6 patients décédés. Voilà, je vous remercie.